vous faire un topo sur l'auto régional. Alors, merci Olivier, et merci à votre équipe. Franchement, vous m'avez bluffé. Vous m'avez bluffé par votre préparation, par la montée en puissance du Raxo depuis plusieurs années. Vous avez modernisé ça. Hier, bon, Franck, c'est un ami depuis longtemps et j'ai toujours aimé ce qu'il faisait en anesthésie. Et en plus, je découvre ce qu'il fait en dehors de l'anesthésie un peu plus. J'ai passé une très bonne soirée. Je pense que j'ai dû ronfler cette nuit. J'ai encore un petit peu de traces. Donc, si parfois j'ai un manque d'humour, vous me pardonnez. Je pensais que la Farcotte était le meilleur congrès. Peut-être que vous allez nous passer devant côté humour. Je vais avoir un peu de mal à faire de l'humour dans ce topo. Et puis, alors ça fait 25 ans que je fais du conseil, grâce à un ami qui s'appelle Éric Lopard, qui m'a un jour coopté après mon patron Jean-Claude Manilly, avant mon pote Xavier. Mon patron c'était Jean-Claude Manilly, et une main de fer dans un gant de fer. Et donc j'ai été coopté, donc ça fait... j'ai à peu près une expérience de 500 assistances, et actuellement je fais un tout petit peu de... j'en fais pas beaucoup parce qu'il faut essayer de ne pas faire les deux, et de temps en temps je fais de la CCI où je suis expert, et je vais essayer de vous montrer sur des données factuelles, je me recule un peu, non, peut-être, sur des données factuelles, je vais essayer de vous montrer la réalité du médico-judiciaire. C'est pas de la médecine, hein, on a fait de la sociologie tout à l'heure, et là on va faire de la justice. J'ai divorcé, j'ai mis 10 ans à divorcer. Je sais que un divorce, c'est pas de l'amour. Et donc un jour, on sonne à la porte, et c'est un huissier qui vous remet un courrier. Ou alors vous avez un accusé de réception, et c'est une plainte, donc une réclamation d'un patient, où il va y avoir des gens de votre profession qui vont donner une opinion sur vous. Donc on ne parle pas de faute, hein, un expert ne parle pas de faute, mais il va relever des manquements. C'est-à-dire que quand vous faites un dossier, je vais commencer par là, et que vous remplissez des tartines, les experts s'en font, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils vont chercher, c'est le petit truc que vous n'avez pas fait bien. Donc ceux parmi nous qui vont essayer de se cacher devant une quantité d'informations ou d'essayer d'éviter de cacher par un tas de procédures, par exemple un tas d'examens pour éviter une plainte, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est toujours naviguer dans les clous. Vous pouvez mettre rouge ce qu'il ne faut pas faire, en vert ce qu'il faut faire, en orange ce qu'on a le droit de faire. Il faut toujours rester entre le vert et l'orange. Je vais vous donner donc des datas, et les datas elles viennent de deux endroits, des vrais datas. Il y a deux assureurs qui donnent leurs data, enfin, donc ce qu'on fait dans la vraie vie, je vais vous le montrer, c'est Branché et c'est la MACSF. Donc c'est des vrais chiffres. Et vous pouvez les trouver sur Internet. Donc on croise la MACSF et Branché, et c'est les mêmes taux. C'est-à-dire que les anesthésistes libéraux, parce que les gens du public, on n'est pas, c'est notre employeur, donc on n'a pas les chiffres de nos employeurs. Mais on a probablement le même taux de plainte, en tout cas quand on parle dans les équipes. C'est assez similaire, et actuellement, je collige, enfin je ne les collige pas, mais je réponds pour ceux du département avec Xavier, je vais en parler en général, mais on fait l'analyse de celle du département. En moyenne, dans une carrière, on aura 5 mises en cause. Une tous les 7 ans, si vous voulez, 15% par an par anesthésiste, qui travaille beaucoup. Et moi, je ne travaille pas beaucoup, j'ai moins de risques. Mais, voilà. Mais ceux qui travaillent beaucoup vont avoir plus de risques. Et tout le monde est touché. On est 2 fois moins touché que les chirurgiens. Donc vous pouvez être fiers, on est 2 fois meilleur en dommages corporels que les chirurgiens. On est tous, et les chirurgiens aussi, toutes les spécialités, on a une diminution du nombre de réclamations. On va parler de réclamations. On peut parler de plaintes, mais toutes ne donnent pas, toutes les réclamations ne donnent pas l'objet d'une procédure. Ne donnent pas une procédure. Et je vous ai parlé de 10 ans pour divorcer.
Parfois, c'est beaucoup plus rapide. Quand tout le monde s'entend, on peut faire un divorce amiable. Mais quand il y a des situations extrêmement complexes en pénal, vous savez, dans quelque chose qui nous touche, l'anesthésiste qui est actuellement en train d'être jugé, c'est une dizaine d'années. Ça peut durer une dizaine d'années, la procédure. Donc, pour l'anesthésiste qui est mis en cause, c'est extrêmement pénible pendant plusieurs années. On a une plainte, et puis après, ça va mettre 2-3 ans dans le meilleur des cas. Ça coûte très très cher. Quand on flingue un malade, ça coûte très 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 cher. Il vaut mieux, c'est brutal, hein, vaut mieux tuer un malade que de faire un tétraplégique. Hein, vaut mieux, la mort coûte moins cher qu'un état végétatif, parce que l'assureur va provisionner pour toutes les années de l'état végétatif. D'accord? Plus on vieillit, plus ça pique, plus on a le risque d'avoir les procédures. Ça veut dire qu'elle est de plus en plus mauvais. Ça ne veut pas dire ça, mais peut-être que plus on est âgé, plus on va faire des choses compliquées aussi. Ou plus on va se mettre dans des situations compliquées. Alors, le changement d'activité et après la retraite. Ça arrive assez souvent que j'assiste des sociétaires qui sont à la retraite. C'est relativement fréquent. Et on voit apparaître des procédures sur les nouvelles technologies, notamment téléconsultation, ambulatoire, où on a pris qui fait un infarctus en rentrant chez lui. Je ne vais pas m'étendre sur les facteurs humains et les compétences non techniques, mais vous allez voir dans les situations que je vais vous montrer que c'est le facteur déterminant. Ce n'est pas savoir intuber qui pose problème, c'est toutes les stratégies anesthésiques où il y a un petit problème, et ce petit problème-là n'a pas été résolu, notamment au niveau du suivi des patients. Ça explose. Les complications dans les unités de soins, le vendredi, le week-end, quand l'anesthésiste qui a été d'astreinte toute la semaine est épuisé, ça prend de plus en plus de place. On est très très bon au bloc opératoire, on a beaucoup de mal à être aussi bon dans le périopératoire. Donc je passe sur certaines choses. Ça, c'est les chiffres quand les dossiers de réclamation sont analysés par l'assureur. Que voit l'assureur? Des problèmes de tenue du dossier médical. Donc la question, c'est comment avoir un bon dossier. J'ai mis eh bien, vous voyez, donc plus c'est vers le centre, moins on est bon. On est globalement dans les situations où il y a des réclamations, on n'a pas été bon dans la tenue du dossier médical. On n'a pas été bon pour l'antibioprophylaxie, l'antibiothérapie. On n'a pas été bon dans l'information, alors qu'on croit qu'on est excellent dans l'information, on n'est pas bon dans l'information. Et vous avez vu les anticoagulants, hein. Il ne faut pas que le malade saigne, il ne faut pas qu'il thrombose. Je ne sais pas faire, statistiquement. Je ne veux pas à la fois être bon sur la thrombose et être bon sur l'hémorragie. Le chirurgien fait saigner, mais on gère les médicaments. Donc on ne peut pas être toujours très bon. En information, on est les meilleurs. Mais que fait un expert? L'expert, il va cocher. Est-ce qu'on a donné le document d'ASFA? Est-ce que le patient a signé? Croyez-moi, faites signer. Vous trouvez le moyen de prouver que vous avez délivré l'information. S'il a signé et qu'il parle français et que c'est écrit en français, normalement, l'expert va considérer, si vous avez plusieurs traces de l'information, l'expert va considérer que vous avez délivré l'information. Et il va aller dans votre sens. Donc il faut que vos secrétaires, la secrétaire, elle doit remettre le document. C'est pas à nous de récupérer le document. Hein. On doit avoir un secrétariat. Si vous n'avez pas de secrétariat, battez-vous pour en avoir un. Il faut se battre pour avoir des secrétaires, pour faire ce travail. Ce n'est pas un travail de docteur. Il faut tracer au moins une information. Moi, j'avais un courrier, je consulte, merci Xavier, en réglé, mais il faut au moins tracer un truc pertinent. Tracer quelque chose, faites un courrier au dentiste, faites un courrier au patient. Moi, je vais le donner au patient. Par exemple, sur le mauvais état dentaire, allez voir votre dentiste, je vais vous en reparler. Tracer quelque chose d'important de façon explicite. C'est-à-dire que s'il y a un accident d'une chose rare, mais que vous avez parlé de l'état cardiaque du patient, vous avez fait attention à des risques importants, même si c'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive, l'expert va considérer que vous avez parlé de l'information, parce qu'on ne peut pas parler de tout, il faudrait 14 heures pour faire une consultation.
Donc faites le contrat de confiance. C'est Darty. Même si vous ne pouvez pas le faire, mais c'est Darty. Sur quoi portent les réclamations? Les bris dentaires. Alors ça ne coûte pas cher aux assureurs. Donc vous pouvez casser des dents, ça ne coûte pas cher aux assureurs. Mais par contre, ça fait beaucoup de dossiers. Ils vont essayer de les transiger en amiable, donc c'est assez rare qu'on assiste les sociétaires sur des bris dentaires. Mais parfois, on a des dentistes qui disent vous avez eu une anesthésie, demandez une indemnisation. Et donc ça occupe beaucoup les gens. On n'y croit pas, mais l'infection et l'antibioprophylaxie, ça fait beaucoup de dossiers. Et les complications des chirurgiens pour lesquelles on est appelé dans la cause, ça s'appelle mettre en cause. C'est-à-dire que c'est une complication chirurgicale. L'anesthésiste, il n'y a absolument rien de la complication, mais on va le mettre en cause parce que l'avocat, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas quel docteur a pas bien fait. Donc il va mettre tous les docteurs en cause, rarement les IAD et rarement les infirmiers, parce qu'on considère que c'est nous, et les internes, généralement, c'est toujours la responsabilité sur le médecin qui va poser l'indication et qui va faire la prescription. Méfiez-vous de prescrire pour les chirurgiens. Vous prescrivez un antibiotique, c'est le prescripteur qui a mis une mauvaise antibiotique. D'accord? Donc moi, au bloc opératoire, j'ai c'est une infection chirurgicale. Quand j'ai un tube, j'infecte pas le malade. Donc débrouille-toi avec tes antibiotiques. Je fais exprès de charger un peu, parce que le sujet n'est pas très drôle. Donc si on prend 600 dossiers, si vous voulez, 600 réclamations de la MACSF, on a les proportions. Donc ce qui nous arrive, c'est ça. C'est l'état bucco-dentaire des patients. Donc on avait fait une RFE avec Karine et Anissa à l'époque. Il faut regarder les dents des malades. On vous demande. Alors surtout, il ne faut pas faire ça avec les dents, parce que si elles tombent, vous avez fait un dommage dentaire de consultation anesthésie. Mais il ne faut pas faire ça, quoi. Mais il faut que ça soit noté. On doit avoir le kit de prévention du bris dentaire lors de l'évaluation anesthésique. Quelqu'un qui a un mauvais état dentaire, si on peut faire une loco-régionale, vous mettez, je vais parler de l'arachide. Il a refusé. Il a refusé qu'on prenne en charge. Vous dites, l'idéal, ce serait de faire une gouttière. Aucun patient fait une gouttière, ça coûte 500 balles. Mais en fait, il faudrait qu'il vienne avec une gouttière. Personne n'en fait, mais parce qu'il faut aller voir le dentiste, qui a 6 mois d'attente pour aller voir le dentiste. Il ne travaille pas le week-end non plus, d'ailleurs, comme les non plus. Ils ne font pas de garde, non voilà. Donc, en tout cas, il faut tracer le bris dentaire. L'antibioprophylaxie, on a l'impression qu'on suit les recours, elles changent sans arrêt. Moi, j'ai vu une mise en cause pour une antibioprophylaxie fait 25 minutes avant le geste. L'infirmière, il faut juste demander, quand vous tracez le bon délai. Enfin, maintenant, ça s'est étendu. On ne demande plus une demi-heure avant. Mais il faut vraiment faire très, très attention. Parce qu'il y a 9 dossiers sur les 600. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est des coûts qui sont extrêmement importants pour les assureurs. Donc on a responsabilité partagée très très souvent entre les différents intervenants de l'antibioprophylaxie. Donc elle peut être non tracée, on oublie d'écrire, on l'a fait mais on oublie, c'est tracé, c'est pas ajusté, on la reco a changé et puis on n'a pas fait attention à la reco. Vous avez vu, il y a des gestes maintenant, on ne fait plus d'antibioprophylaxie. Vous faites une antibioprophylaxie, il y a un choc anaphylactique, Michel Blanc devient bleu, c'est pas très bon. Donc faut faire attention. C'est un mauvais humour, il faut quand même que tu souris. Voilà. L'infection chirurgicale, si vous êtes le prescripteur de tous les antibiotiques, c'est vous qui allez être mis en cause. Même si c'est une infection qui n'est pas liée du tout à l'anesthésie. Donc il y en a 6 qui ont été évalués en 2023 à la MACSF. Donc c'est énorme. L'infection périopératoire, prise en charge par les anesthésistes. On doit ne pas le faire seul, et dès qu'on peut, faire appel à des gens compétents. Je vais vous en reparler plus tard. Je vais vous donner 2 situations réelles que j'ai un tout petit peu modifiées pour que si quelqu'un est dans la salle, ne se reconnaisse pas. Donc, on a dans la section de la prostate, le malade est choqué en salle de réveil, l'anesthésiste donne du Ciflox, on appelle le SAMU, transfert en réanimation. L'antibiothérapie est modifiée au bout de 2 heures. À 4 heures du matin, le patient s'aggrave. Le remplaçant répond au téléphone, mais ne se déplace pas dans la chambre. L'infirmière le trace. Il y a un arrêt cardiaque à 4 heures. On réanime le patient, on récupère le choc, mais le patient évolue négativement. D'après vous, tout le monde plonge. D'accord ? L'antibiothérapie initiale n'était pas adaptée.
l'antibiothérapie n'a pas été suffisamment modifiée. L'urologue devait aussi, comme l'anesthésiste, vérifier l'antibiothérapie initiale pour un geste bénin hein, qui a duré quelques minutes, où tout était simple. Hein. Et le réanimateur, il y a un retard à la prise en charge, donc ils ventilent le coût entre les différents assureurs. Cas réel, hein. On continue. Le défaut ou le problème de prise en charge, c'est assez fréquent. C'est l'infirmière appelle à 23 heures, la tension est un peu basse, on est chez soi, on vient de rentrer après 12 heures de travail, donc on met un ringère, et puis la tension est à 9, et on n'appelle jamais le chirurgien. C'est un saignement chirurgical, mais c'est que l'anesthésiste qui a appelé. C'est celui qui a appelé qui va prendre sur le retard de prise en charge. C'est la vraie vie. Donc quand vous avez un problème de prise en charge d'un patient, il faut pas appeler dans la cause le chirurgien, mais il faut partager les informations. C'est vraiment très très important. Hein. Donc, choc hémorragique, voilà, un deuxième dossier. Je regarde l'heure en même temps ici. Moi je suis bien en tout cas. Un vrai dossier, je vais vous montrer une vraie feuille d'anesthésie. Très très bien faite. Il n'y a qu'une écriture. Vous allez le voir. Donc en tout cas, c'est une chirurgie lourde du rachis. Ça se passe bien en péri-opératoire. Au réveil, il y a un petit délai de réveil après une chirurgie lourde, donc longue. Patient intubé. Quand le patient se réveille, il y a une paraplégie qui est notée. On appelle tout de suite le chirurgien qui fait un scanner, qui reprend tout de suite le malade, qui va après en réanimation. En réanimation, ça pique hein, quand même, puisqu'on a des signes d'infarctus, de souffrance cardiaque, d'insuffisance rénale, des signes neurologiques, donc l'ischémie cérébrale, et qui vont récupérer complètement. Ça récupère complètement. En revanche, on a une ischémie de la moelle qui, elle, ne va pas récupérer avec un bas débit. D'accord ? Donc le patient est paraplégique, donc il se réveille paraplégique. Donc il y a une réclamation en CCI. CCI, c'est pas un TGI, hein, il n'y a pas de coût, de justice pour la personne qui fait la réclamation, c'est la grosse différence. Après, c'est similaire au niveau de l'expertise. Belle feuille d'anesthésie, vous en convenez. Je la regarde, je suis à la CCI, hein, c'est un dossier que j'ai suivi, que j'ai évalué. Donc, ici, on est entre nous. Hein. Donc, je remarque qu'il y a sur une chirurgie lourde, alors qu'on savait que ça allait saigner, pas de voie centrale, pas de sonde urinaire, pas de pression artérielle sanglante, aucun gaz du sang pendant l'intervention, que de la noradrénaline, pas de transfusion pendant l'intervention, que de la noradrénaline qui masque l'hypovolémie, un self-saver, des cristalloïdes, rien d'autre. La tension se maintient, hein, mais quand le patient arrive en salle de réveil, il décompense en salle de réveil. C'est-à-dire que le saignement a été sous-estimé, on a masqué le saignement par la noradrénaline. C'est quelque chose qui arrive, je t'en parle de temps en temps. On a tendance, depuis qu'on a pu le maïs, hein, depuis qu'on a pu on a l'hémoglobine qui chute moins vite, on a tendance à faire de la noradrénaline parce que la bélinorade c'est quand même vachement pratique, et comme ça se passe presque toujours bien, on a tendance à moins monitorer. On a dans ce dossier pour l'assureur, de l'anesthésiste, on a beaucoup de chance pour deux raisons. L'anesthésiste de garde qui arrive en salle de réveil et qui voit le choc, il l'équipe et tout de suite il transfuse comme un malade. Mais tout de suite, dès qu'ils font le diagnostic de l'hémorragie qui n'a pas été suffisamment compensée, c'est un jeune, il va tout de suite équiper et transfuser. Et donc les conséquences vont complètement récupérer. Et donc le patient va en réanimation pour la paraplégie, mais il va pas en réanimation. Toute la période de réanimation, il y a une restitution à l'intégrum. En revanche, pour le chirurgien, c'est 100% de responsabilité à cause de l'indication chirurgicale. C'est pas le fait qu'il y ait une paraplégie, c'est l'indication de la paraplégie. Ou la qualité du geste technique. Je ne vais pas vous donner la solution, peu importe. Donc je vous ai montré une situation, il y en a d'autres, deux situations réelles qui arrivent régulièrement du péri-opératoire. Le problème des anticoagulants, c'est un vrai problème. On a du mal, c'est difficile.
C'est difficile de gérer les anticoagulants dans le périopératoire, et on a de plus en plus de patients qui arrivent avec des anticoagulants très très âgés, avec beaucoup de facteurs de risque de complications, et c'est difficile. Donc j'ai pas de solution pour ça, je vous dis juste, soyez vigilants. Mais ce qu'il faut surtout, c'est le tracer. Un autre problème, c'est qu'on porte le chapeau, on a l'habitude, hein, le malade de l'éternité, on fait les anticoagulants. Le malade saigne, on transfuse. Le malade est infecté, on fait les antibiotiques, etc. On a la loco-régionale. Je vais finir par ça. La loco-régionale, mais c'est pas nous qui créons les problèmes, et pourtant, on est mis en cause à chaque fois qu'il y a une neuropathie. Pourquoi? Parce qu'on a planté une aiguille. Et donc c'est criant. En 2023, il y a 12 déclarations sur les blocs nerveux périphériques. Avec Xavier, on les avait analysées. C'est jamais nous. C'est jamais nous. C'est toujours autre chose. Ça peut être la position, un SPE sur une attelle, mais on a fait un box septique. Ça peut être un chirurgien qui a un peu tiré sur une épaule. Vous le savez, ça peut être un patient qui décompense. Il y a un truc que personne ne connaît. On opère un canal carpien et il y a le nerf lunaire qui décompense. La neuropathie qui décompense parce que le patient il a déjà les deux neuropathies, mais que l'autre est infraclinique. Et ça, nous, on ne sait pas faire. Putain, mais quand vous ne savez pas faire, vous devez demander un second avis, mais dites pas c'est ma faute. Ne dites jamais que c'est votre faute. 9 fois sur 10, allez, 9 fois sur 10, je suis gentil. C'est chirurgical. 1 fois sur 10, c'est autre chose. On n'est pas neurologue. Et si vous orientez, si le chirurgien écrit EMG par loco-régional, eh bien, le neurologue, il va démontrer que c'est le loco-régional. Donc il ne faut jamais dire que c'est la loco-régionale. Il faut toujours dire, est-ce que la cause est autre chose? A priori, ce n'est pas la loco-régionale. Donc le neurologue, dans ce cas-là, il va chercher autre chose. Parce que si vous cherchez une neuropathie sur un EMG, vous allez la trouver. Et c'est pas facile de savoir les lire. Donc il y a des tas de choses, le personnage Turner, les syndromes somatomorphes ou somatoformes, c'est des patients, ils sont opérés du dos du pied, et puis ils n'arrivent plus à relever le pied. Et même un EMG, comme l'EMG demande au patient de contracter, il va montrer que le patient n'arrive pas à contracter. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement difficile. Avec Hervé et tout un groupe, on avait écrit les recommandations. Avoir un bon dossier, parce que je reviens à mon bon dossier quand même, c'est bien faire et prouver qu'on a bien fait. Et si vous avez bien fait, que vous avez tracé votre loco-régional, que vous avez injecté sans résistance, que vous avez bien visualisé votre nerf, que le nerf n'a pas gonflé, on a le droit encore de le faire sous neurostimulation, hein, si on va bien le tracer. Et bien dans ce cas-là, s'il y a un dommage, ça sera un aléant lié à un accident médical non fautif. Après, il y a des chirurgiens qui sont... Parfois, c'est un chirurgien qui est expert. Vous savez qu'on s'appelle hein, entre les experts de temps en temps. On se voit dans les congrès. On voit l'expert... Et donc, on discute entre nous, les chirurgiens. On ne discute pas avec les chirurgiens. Hein. Pensez à tracer correctement. Dans les moyens d'avoir un bon dossier, c'est avoir un second avis. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, appelez le chirurgien. Mettez un mot pour un chirurgien dentiste. Et s'il y a un malade qui se complique, c'est le second avis. Avoir un second avis, après une consultation anesthésie, avant d'endormir le patient, on a le droit de prendre un peu de temps, en dehors de l'urgence vitale. Si vous ne savez pas, vous pouvez faire SOS à quelqu'un qui est plus compétent, ou un second avis dans l'équipe. Un deuxième œil, même en père-anesthésie, n'hésitez pas à avoir un deuxième œil. On a mis en place les staffs dans le service, nos jeunes anesthésistes, ils sont super contents qu'on ait des staffs et qu'on discute les dossiers complexes avec eux. Appelez les infectiologues, maintenant c'est quasiment systématique en expertise, c'est plutôt des problèmes de délai. Les complications, prévenir les chirurgiens, prévenir les autres spécialités. En les problèmes neurologiques, demandez conseil, enfin, passez-moi un coup de fil quand vous ne savez pas. Presque toujours, j'arrive à trouver le petit conseil qui va éviter simplement d'aider le patient. Hein, simplement d'aider le patient. Faites une photo, je ne peux pas vous dire mieux, faites une photo de celle-là. Ça résume... alors, je l'ai écrit, le plus gros, ne vous accusez jamais. Vous avez un HO, vous avez un problème, vous tracez ce qui s'est passé dans le dossier de manière factuelle, mettez un mot à chaud, faites des photos, prenez des images à chaud, ne les mettez pas sur les réseaux sociaux, gardez le dossier devers vous, je le dis toujours aux gens. Vous gardez une trace de ce qui s'est passé à chaud. Vous mettez dans votre bureau, vous notez, et puis vous ne restez pas tout seul. Vous débriefez, vous vous faites entourer, vous discutez. Très souvent, quand j'appelle les sociétaires,
lors des mises en cause, il y a une panique, et en 3-4 phrases, j'arrive à rassurer les gens. Je dis toujours, mais vous êtes un bon anesthésiste, vous travaillez très très bien, et voilà, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Il y a une pédagogie, donc n'hésitez pas à discuter avec, bien sûr, les chefs de service ou des gens qui ont l'habitude de tout ça. Donc on y passe tous. Il y a quelques points que je vous ai montrés sur lesquels c'est la plupart des mises en cause. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire très très attention. Donc avoir un bon dossier, mais pas un trop gros dossier, ça ne sert à rien. Il faut juste bien noter les choses importantes lors de l'évaluation anesthésie, quand on fait les antibiotiques, quand on a pour le périopératoire, le suivi on le partage avec les chirurgiens, donc on doit aussi partager les inconvénients. Venez à la Farcotte, on va bien s'amuser aussi. Donc j'ai bien envie de récupérer un groupe. Et puis n'oubliez jamais que le premier risque de l'expertise, c'est l'expert. Il regarde le dossier, quand il lit, parfois certains le découvrent le jour de l'expertise, et quand ils se sont fait une idée, ils sont très très durs à retourner. Merci beaucoup.